la France avait rayonné dans le monde. Et pour le monde, pour les étrangers, la France, c'était avant tout une patrie littéraire. Lévinas a dit que la France était ce pays auquel on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit aussi fortement que par les racines. C'est le grand livre de la déconstruction française. C'est-à-dire que c'est sans doute les conséquences de mai 68 qu'on n'a pas du tout apprécié à sa juste mesure à l'époque, parce qu'il y a eu un échec politique de mai 68, mais si vous voulez, les conséquences ont été la grande destruction de la France par le propre pays, par une société qui, sous couvert d'individus rois, de minorités agissantes, a détruit ce qui constituait la nation et l'État. C'est une grande première dans l'histoire. Sans doute que c'est une révolution encore plus importante que 1789. À un moment donné, il me semble que les Français doivent se poser la question, est-ce ainsi qu'on veut vivre? Est-ce ainsi qu'on veut continuer à vivre? Est-ce que c'est vraiment important de continuer à vivre dans la dénonciation perpétuelle des délits d'opinion? La première atteinte à la loi de 1881 a été en France la loi Pleven, du 1er juillet 1972. Le malheureux Pleven est tout à fait innocent de cette loi. On lui a fait un enfant dans le dos, j'ai vérifié ça de très près. Enfin, ceci dit, il n'aurait pas dû se laisser faire un enfant dans le dos, hein. Mais il n'est pas à l'origine lui-même de la loi. On la lui a imposée. C'était sous le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, prophète de la nouvelle société.
Et c'était en principe la simple application à la France de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de racisme de l'ONU que le gouvernement venait de ratifier. Et la loi instituait diverses mesures nouvelles destinées à réprimer plus sévèrement les actes et comportements racistes. Mais le problème, c'est qu'elle touchait à la liberté d'expression, puisqu'elle modifiait la loi de 1881 en y introduisant les notions nouvelles de provocation à la discrimination et à la haine. Voyons cette notion de provocation à la haine. Elle innovait dangereusement dans le droit pénal, puisque la haine est un sentiment, ce n'est pas un acte. Elle n'a pas d'effet extérieur visible. Elle ne peut donc pas être par elle-même un délit. Et si elle n'est pas un délit, comment le fait d'y provoquer pourrait-il l'être ? Constituer la haine en délit revenait donc à faire sanctionner par le droit pénal des faits plus ou moins inconsistants et indémontrables. Et cela constituait un glissement fâcheux par rapport à la notion traditionnelle, elle, d'incitation à la violence, puisque la violence est un acte visible et extérieur, et si l'on peut montrer que le violent a agi après avoir entendu ou lu certains propos, on pourra soutenir que l'auteur des propos en question porte une part de responsabilité dans le délit lui-même. Mais étant donné que la haine, elle, n'est pas visible tant qu'elle ne s'est pas traduite en acte, l'incitation à la haine ne pourra être elle-même que supposée, supputée, de façon essentiellement subjective et arbitraire. Avec ce texte, alors là je cite René Pleven, donc soi-disant un ministre de droite entre guillemets, avec ce texte, la France sera, à ma connaissance, le premier pays du monde à avoir une définition aussi extensive de la discrimination dans ses lois pénales. Ça, c'est du René Pleven. Deuxième chose, alors ça c'est le pire de tout, on a donné à des associations le droit de se constituer partie civile, des associations qui se déclarent antiracistes. Donc ces associations qui sont subventionnées par les pouvoirs publics reçoivent de l'argent quand elles gagnent, quand elles portent plainte et qu'elles gagnent. Et elles ne sont pas suffisamment punies quand elles perdent, donc elles ont toujours intérêt à la poursuivre d'une certaine façon.
Avec la réforme du mode de scrutin voulu par François Mitterrand et le retour à la proportionnelle, le Front National entre en force à l'Assemblée lors des élections législatives de 1986. L'opposition de droite, emmenée par Jacques Chirac, l'emporte de justesse. Pour la deuxième fois, Chirac s'installe à Matignon. Il devient Premier ministre de François Mitterrand dans une configuration inédite, la cohabitation. Le samedi 22 mars 1986, à 11h, le premier conseil des ministres de la cohabitation se réunit. L'atmosphère est glaciale, la guerre commence. L'atmosphère était très pesante. François Mitterrand le ressentait comme une espèce de situation où il était cerné et entendait bien le montrer au pays. C'est pas l'atmosphère qui m'a impressionné, que le fait qu'au bout d'un quart d'heure, si j'ose dire, l'affaire de la cohabitation était réglée. Il y en avait un qui dominait, c'était Mitterrand, et puis tous les autres qui étaient là à attendre que la foudre leur tombe sur la tête. C'est extraordinaire, comme par sa personnalité, par son regard, par ce qu'il était. C'est vraiment admirable. Il était tout seul, on était 40 autour de lui. Et c'est nous qui nous sentions les intrus, et lui qui était chez lui. Le cimetière juif devient un lieu de pèlerinage. Les hommes politiques de gauche comme de droite viennent s'y recueillir. Et comme Pierre Joxe, il montre du doigt l'extrême droite. Tout le monde, tous les hommes politiques pensent à l'un d'entre eux, Jean-Marie Le Pen, même si personne ne prononce son nom. Ce soir, nous sommes tous juifs et antiracistes. Nous refusons ce que dit M. Le Pen, parce que c'est probablement ces mots-là qui ont poussé à ces actes-là. Une effigie de Jean-Marie Le Pen, avec inscrit « Carpentras et moi », est promenée dans le cortège, avant d'être brûlée devant les caméras. Et ce qui était alors inexact et faux du point de vue de l'analyse politique, c'était de nous dire que le lepénisme était un fascisme. On est d'accord. Le lepénisme est un mouvement d'extrême droite, à tendance xénophobe, extrêmement autoritaire, dont je critique l'essentiel des thèmes, en tout cas des analyses. Pour les thèmes, on peut toujours discuter. Mais ça n'est pas un mouvement fasciste. C'est évident. Bon. Et en tout cas, il n'y avait pas de péril fasciste en France.
beaucoup de trucs dont il faut pas parler. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est parce que ça dérange qui? Il y a un système qui est en place. Tu peux critiquer le système, tu peux rire du système, mais il faut pas ébranler le système. Sinon tu sors. Le sketch de Desproges pourrait-il encore sortir aujourd'hui? Nous avons posé la question à Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Écoutez, ça ressortirait aujourd'hui, c'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. D'abord, on vit dans une période de crise, et c'est vrai que dans les périodes de crise, l'humour n'est pas perçu de la même façon que dans les périodes, qu'au cours des 30 Glorieuses. Hein. La société a changé. Donc ça passerait pas? Je crains que ça ne passe pas. Et pourquoi ça passerait pas? Parce que nous sommes dans une période de repli identitaire, de repli communautaire. Ça veut dire que si ce sketch ressortait aujourd'hui, vous iriez en justice? La question se poserait. J'écoute France Inter et après tout, France Inter c'est une radio publique. Sur France Inter, les humoristes sont devenus les chiens de garde de la pensée unique. C'est-à-dire, des gens nous parlent de diversité toute la journée, ils ne supportent pas, ils ne parlent jamais à des gens qui ne pensent pas comme eux. C'est ça le problème en fait.